Pour cette présentation-ci, il va être question d'un de nos programmes qui s'appelle Choisir de maigrir. Ce programme-là existe déjà depuis 25 ans, a été développé par une équipe multidisciplinaire du CLSC de Rosemont. En fait, c'est une intervention de groupe de 14 semaines qui s'adresse aux personnes qui sont préoccupées par leur poids. On les invite dans ce processus-là à prendre une décision éclairée en matière d'amaigrissement et de développer leur propre plan d'action par rapport à leur désir de perdre du poids et tout ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ce programme-là est animé par une diade d'intervenants. Donc, c'est-à-dire que le programme est toujours animé à la fois par une nutritionniste et une intervenante psychosociale pour, en fait, complémenter l'expertise d'un et de l'autre. Donc, pour la diffusion du programme, en fait, pour favoriser l'implantation du programme à travers les C3S, le programme est inscrit là, dans le plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids. Donc, comme quoi, finalement, le gouvernement considère comme action à mettre en place pour améliorer les services aux personnes aux prises avec des problèmes de poids. Donc, le programme Choisir de maigrir est inscrit dans le plan d'action à cet effet-là. Ce que ça fait finalement, c'est que ça nous permet, grâce au financement du ministère de la Santé, de former les intervenants pour qu'ils puissent offrir ce programme-là dans les C3S. Donc, on forme des diades d'intervenants, comme je disais tout à l'heure. Jusqu'à présent, on a environ 150 personnes à travers la province du Québec qui ont été formées pour offrir le programme. À l'automne dernier, le programme a été offert à 18 reprises dans 8 régions. Donc, le programme n'est pas nécessairement offert à toutes les sessions dans les C3S. Donc, d'une part, Équilibre souhaite évidemment que le programme soit diffusé le plus possible au travers le Québec, mais on souhaite également mettre en place des mesures de soutien efficaces qui vont permettre aux intervenants qui animent le programme d'être soutenus pour assurer une pérennité à long terme de l'implantation du programme dans les C3S. Donc, en fait, c'est ça qu'on s'est demandé, comment on peut faire pour soutenir des intervenants qui proviennent de différentes régions du Québec, comment on peut faire pour les soutenir de façon efficace. Puis c'est là qu'est venue finalement l'idée de faire une communauté de pratique virtuelle. Donc, cette plateforme virtuelle-là s'adresse spécifiquement aux intervenants qui ont été formés pour animer le programme. Donc, ceux qui interviennent également en saine gestion du poids, mais qui n'auraient pas suivi les formations, ne seraient pas éligibles à ce groupe restreint-là pour cette communauté de pratique. La communauté de pratique, en fait, permet aux membres, d'une part, d'échanger afin de consolider leurs connaissances et leur habilité, mais aussi ça contribue à maintenir une certaine qualité d'intervention pour assurer la pérennité du projet. Oui, alors notre communauté de pratique est soutenue par l'intervention d'une animatrice qui est une employée d'Équilibre. Cette animatrice-là, en fait, va dynamiser les discussions, elle envoie de façon hebdomadaire des courriels aux membres, dans lesquels elle synthétise certaines discussions, incite les membres à aller réagir, donner leur opinion et tout ça. Elle va également à l'occasion partager certains documents en lien avec la problématique, l'approche sur le nouveau paradigme sur le poids et tout ça. Elle peut inviter également les membres à développer certains projets collectifs entre membres. Puis également, elle va s'occuper de la gestion des inscriptions et du soutien technique en lien avec la communauté de pratique virtuelle. Ici, c'est un visuel de la page d'accueil de la communauté de pratique. Ça ressemble finalement à un forum de discussion, mais qui est animé finalement par une animatrice, puis qui est vraiment comme dédié seulement aux membres, comme je disais, aux personnes qui sont formées pour animer le programme Choisir de maigrir. Donc, ça prend un code d'accès, tout ça, pour y accéder. La communauté de pratique est séparée en 3 volets. Le premier volet, c'est un volet plus général où on invitait finalement les gens à aller se présenter pour se connaître un peu davantage. Un endroit aussi où on allait mettre la version en PDF des cyberlettres qui sont envoyées hebdomadairement aux membres. La deuxième portion, c'est vraiment tout ce qui a trait finalement au soutien concret des intervenants en lien avec l'implantation, l'animation et l'intervention du programme. Puis la troisième section, en fait, a été rajoutée en cours de route parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le programme Choisir de maigrir n'est pas nécessairement offert à toutes les sessions. Donc, il peut y avoir des périodes où les intervenants n'animent pas le programme, mais peuvent quand même faire des interventions individuelles dans lesquelles ils intègrent certaines techniques du programme, de l'approche du programme de façon générale. Donc, la troisième section, c'était vraiment pour amener des discussions sur les sujets d'actualité, mais aussi sur l'intervention individuelle, entre autres pendant les périodes où ils n'animent pas le programme.
Donc, les 8 premiers mois du projet pilote, le projet, en fait, ont pris la forme d'un projet pilote. Donc, la communauté de pratique a débuté en octobre 2008. Donc, pendant les 8 premiers mois, on a fait une évaluation de notre projet pilote. Donc, on s'est intéressé à savoir, à documenter les processus de mise en œuvre de notre communauté de pratique, également le profil des membres pour savoir qui devenait membre de la communauté de pratique, la santé de la communauté de pratique, donc la participation, l'achalandage sur le site et tout ça. On s'est intéressé à savoir est-ce que les membres étaient satisfaits, est-ce qu'ils trouvaient que c'était un outil utile dans leur pratique. Puis finalement, les obstacles et les facilitants, qu'est-ce qui les empêchait, qu'est-ce qui les motivait finalement à se rendre sur la communauté de pratique. La collecte de données s'est faite principalement en utilisant les statistiques web de la plateforme virtuelle, mais également en sondant directement les membres, soit d'une part en pré, c'est-à-dire au moment où ils devenaient membres, et en post à la fin du projet, donc en juin. Au moment, donc le pré n'a pas été fait au même moment pour tous les membres parce que les membres se sont inscrits finalement à des différents moments au cours du 8 mois du projet, tandis que le post a été fait pour tout le monde, dans le fond, en juin. Qu'est-ce qu'on a observé au niveau des processus de mise en œuvre, c'est qu'en fait, on a pu voir que 40% des intervenants formés sont devenus membres au cours du projet pilote. Donc, on réagit positivement à l'invitation qu'on leur faisait de devenir membres de façon gratuite à la communauté de pratique. Ce qu'on voit dans la figure ici, c'est que les inscriptions se sont principalement faites dans les 2 premiers mois du lancement de la communauté de pratique, ce qui coïncidait finalement avec les invitations courriels qui avaient été faites pour inviter les gens. On a voulu savoir également ce qui faisait que certaines personnes n'ont pas été intéressées à devenir membres de la communauté de pratique. Ce qu'on a eu comme réponse, en fait, c'est que certains n'avaient pas encore animé le programme, donc ils ne voyaient pas l'intérêt nécessairement de devenir membre pour le moment, qu'ils n'animaient pas actuellement ou ne pratiquaient pas actuellement avec l'approche ou le programme. D'autres ont mentionné le manque de temps, l'oubli. Deux ont parlé du fait qu'ils étaient pas assez à l'aise avec les technologies de l'informatique. Puis une personne a dit qu'elle ne ressentait pas le besoin. Parmi ces personnes-là, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 9 personnes qui ont l'intention de s'inscrire éventuellement à la communauté de pratique. 12 disent en avoir peut-être l'intention. Puis un seul dit ne pas avoir l'intention de s'inscrire. Sauf qu'il a pris la peine de mentionner en fait que d'une part, il n'était pas à l'aise avec l'informatique, mais d'autre part, son co-animateur de sa diade, lui était déjà inscrit à la communauté de pratique, donc sa diade d'intervention bénéficiait déjà de cette mesure de soutien-là. Donc, d'une part, on sait que ce qui fait que certaines personnes ne se sont pas inscrites à la communauté de pratique, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont devenus membres de la communauté. Donc, on voit que de façon générale, c'est des gens qui ressentaient quand même beaucoup ou tout de même un peu le besoin d'échanger professionnellement en lien spécifiquement avec le programme Choisir de maigrir. L'ensemble des répondants croyaient que l'expérience d'autres intervenants serait bénéfique pour améliorer leur pratique. Le tiers des intervenants ont dit ne pas avoir d'autres collègues avec qui échanger en lien avec le programme, mis à part leur co-animateur du programme. Puis parmi ceux qui avaient des collègues, le tiers était d'avis que la fréquence et la qualité de ces échanges-là n'étaient pas nécessairement satisfaisantes. Donc, qui sont ces membres? C'est en grande majorité, comme vous voyez, des femmes. Il y a seulement un homme qui est membre qui était membre au moment de l'évaluation. Moyenne d'âge de 41 ans. Les 2 tiers sont des nutritionnistes, les autres sont du domaine du travail social ou intervenants psychosociaux. L'expérience d'animation avec le programme, donc en moyenne, les personnes qui sont devenues membres avaient animé en moyenne 2 fois le programme Choisir de maigrir. Tantôt, on disait que l'objectif, en fait, c'était de permettre à des gens de partout, à travers le Québec, de pouvoir échanger entre eux. Mais quand on regarde la provenance des membres de la communauté de pratique, on voit justement qu'ils sont répartis à travers 13 des 18 régions socio-sanitaires du Québec. Donc, c'est intéressant. On a donné l'opportunité aux membres, comme je disais tout à l'heure, d'aller se présenter sur la communauté de pratique. Comme c'est quelque chose de virtuel, c'est sûr que ça reste toujours un petit peu... Ça reste toujours un petit peu vague de savoir à qui on s'adresse. Donc, les membres avaient l'opportunité d'aller se présenter. Il y a relativement peu de membres qui ont fait le geste d'aller se présenter sur la communauté de pratique. Il y en a seulement 10. Sauf qu'on a constaté quand même un intérêt de la part des autres d'aller voir qui étaient ces personnes-là parce que les messages de présentation ont été vus à 300 reprises.
Au niveau de l'utilisation et de l'achalandage, les différents forums et sous-forums ont été visités donc, en moyenne 45 fois par semaine, avec l'achalandage plus élevé en début de projet, probablement dû à l'effet de nouveauté également. On estime que les membres allaient visiter la communauté de pratique aux 6 semaines environ. Puis, en fait, les membres nous ont clairement dit qu'ils comptaient davantage utiliser la communauté de pratique au cours des périodes où ils allaient animer le programme versus les périodes où ils n'allaient pas animer le programme. Ici, on voit la répartition des messages, donc concrètement les messages qui ont été rédigés sur la communauté de pratique dans le cadre du projet pilote. Au total, il y a eu 90 messages qui ont été laissés. Comme je disais tout à l'heure, il y a également une animatrice qui sert à stimuler la participation et dynamiser la communauté de pratique. Donc, elle aussi a l'opportunité, à certains égards, de laisser des messages. Donc, on voit que les messages qui sont rédigés par l'animatrice servaient surtout à initier des nouvelles discussions, alors que ceux qui étaient laissés par les membres avaient surtout l'objectif de répondre aux questionnements des autres, finalement. Donc, ce n'est pas 100% des membres qui ont laissé des messages sur la communauté de pratique. En fait, c'est 23% d'entre eux, donc 14 personnes qui ont laissé les 57 messages qui ont été laissés dans le cadre du projet pilote, ce qui fait en moyenne un ou deux messages par semaine qui étaient laissés par les membres dans la communauté de pratique. Autre constat, en fait, c'est qu'on a observé que les mardis, c'était la journée où le plus de messages étaient laissés sur la communauté de pratique. Puis c'était en relation finalement probablement avec le fait que la cyberlettre de l'animatrice était envoyée le mardi, dans lequel il y avait toujours des hyperliens pour aller... il y avait un bref résumé des discussions, puis toujours des hyperliens pour se rendre sur la communauté de pratique pour donner leur opinion et tout ça. Donc ça semble avoir stimulé la participation. Puis on a observé, on a comparé en fait les niveaux de participation de notre communauté de pratique à ce qu'on pouvait observer dans la littérature scientifique. C'est quand même similaire. Donc cet auteur-là a fait l'observation qu'environ 65 à 75% des membres étaient généralement seulement des visiteurs, donc des gens qui n'avaient jamais écrit aucun message. C'est ce qu'on, dans le cadre des 8 mois du projet pilote, c'est ce qu'on a observé aussi avec 77% des gens qui avaient écrit aucun message. Ensuite, 15 à 20% des gens allaient être des membres qui allaient écrire de temps à autre des messages. Dans notre cas, c'est 23%. Puis les autres, donc un faible pourcentage peut être considéré comme des membres régulièrement actifs. Donc nous, c'est peut-être une ou deux personnes qui sont allées vraiment régulièrement visiter puis laisser des messages sur la communauté de pratique. Au départ, c'est sans avoir observé, sans avoir comparé avec la littérature, c'était des chiffres qui nous laissaient un peu perplexes. Mais après avoir comparé avec la littérature, on s'est rendu compte que finalement, ça rentrait quand même pas mal dans les normes. Donc, on a sondé les membres de la communauté de pratique à la fin du projet pilote pour savoir leur intérêt, comment ils trouvaient utile et pertinent la communauté de pratique. Donc, 94% des répondants étaient d'accord pour dire qu'ils trouvaient que c'était un outil utile, qu'ils trouvaient que c'était utile qu'il existe une communauté de pratique pour les animateurs du programme. Une proportion similaire croyait que c'était un bon moyen, donc que ce soit une communauté de pratique virtuelle comme ça, ils trouvaient que c'était un bon moyen pour eux d'être soutenus. En fait, tous les membres voyaient des intérêts à utiliser la communauté de pratique, mais comme je disais tout à l'heure, ils trouvaient ça surtout pratique pendant les périodes où ils animaient le programme. Au niveau de la satisfaction, on a vu une satisfaction élevée des membres par rapport à la qualité et la quantité de messages et d'informations qui étaient trouvés sur la communauté de pratique. Par contre, quand on leur demandait leur satisfaction au niveau de leur propre implication dans la communauté de pratique, là, on voit des niveaux de satisfaction beaucoup plus faibles. Puis, comme je disais tout à l'heure, les répondants étaient d'avis qu'ils allaient l'utiliser davantage au cours des périodes où ils allaient animer le programme. Mais on a observé également que la satisfaction était plus faible par les animateurs qui avaient animé le programme au cours du projet. Donc, je pense qu'ils auraient aimé en faire plus, donc ils ont évalué leur propre implication de façon pas très élevée finalement. Dernier point, en fait, c'est les obstacles et les facilitants. Donc, qu'est-ce qui les a motivés à aller visiter la communauté de pratique régulièrement? Qu'est-ce qui a fait obstacle? Je ne les donnerai pas tous, je vais nommer les principaux. En fait, au niveau des facilitants, c'est intéressant de remarquer que les deux premiers éléments qui les encourageaient à aller visiter la communauté de pratique ont tous les deux un lien avec le rôle de l'animatrice dans la communauté de pratique. Donc, c'est sûr que
C'est intéressant d'observer ça. Ensuite, ils ont fait allusion au fait que la communauté de pratique était gratuite, qu'ils voulaient s'améliorer, être à jour en tant qu'intervenants, qu'ils avaient de l'intérêt pour le partage de connaissances et d'expériences, de l'intérêt pour les sujets de discussion, des choses comme ça. Au niveau des obstacles, bon, c'est pas surprenant de voir le premier obstacle comme le manque de temps. C'est sûr que c'est quelque chose qui revient souvent pour justifier une chose qu'on fait pas davantage. Donc, le manque de temps est vraiment important. Ensuite, on voit le fait de ne pas y penser, le fait de ne pas animer actuellement le programme, le fait de ne pas ressentir le besoin d'échanger avec d'autres intervenants, la faible participation des autres membres a également été soulevée par certaines personnes comme faisant obstacle à la participation de leur part. Donc, c'est sûr qu'en conclusion, pour nous, la communauté de pratique semble un moyen efficace, d'une part parce que les intervenants l'ont eux-mêmes dit, qu'ils trouvaient ça utile, qu'ils trouvaient que c'est un moyen adéquat de les soutenir, mais d'autre part aussi parce qu'on a observé finalement une participation assez similaire à ce qu'on a observé dans la littérature. Malgré ça, c'est sûr que Équilibre est intéressé quand même à dynamiser puis à actualiser la communauté de pratique, entre autres peut-être avec des vidéos, des formations en ligne, des choses comme ça. C'est des choses qu'on prévoit pour la poursuite du projet afin d'assurer d'une part la rétention des membres qui sont déjà membres, mais aussi pour qu'il y ait un intérêt à poursuivre finalement à long terme avec cette mesure de soutien-là. Comme je disais tout à l'heure, le rôle d'animatrice semble assez important. Je pense que ça, c'est inévitable de conserver l'animatrice pour dynamiser les discussions et tout ça, parce que les deux principaux éléments facilitants étaient en lien avec la contribution de l'animatrice. Donc ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui va être maintenu. Ensuite, le manque de temps comme barrière, bien, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on observe souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour essayer de contrer ça? On observait dans la littérature peut-être que le fait de mettre en évidence par les membres, généralement mis en évidence lorsque les membres d'une COP ne reçoivent pas de reconnaissance sur cet aspect de leur travail. Donc, peut-être, nous, on pense peut-être à un système d'attestation, peut-être d'ordre professionnel, de participation à une communauté de pratique, fait que d'avoir une certaine forme de reconnaissance qui pourrait stimuler, encourager les intervenants à l'intégrer dans leur pratique de façon régulière pour plus que le manque de temps reste une barrière importante à l'utiliser. Puis, comme dernier point, on a observé que le tiers des répondants considérait comme un obstacle le fait de ne pas connaître personnellement les autres membres de la communauté de pratique. C'est sûr que c'est un peu un point faible d'une plateforme virtuelle, c'est que ça reste un peu impersonnel. Bon, l'animatrice peut, d'un côté, peut-être un peu atténuer ce côté impersonnel-là, mais en même temps, la littérature démontre que ça peut vraiment être une plus-value que les membres d'une communauté comme ça puissent se rencontrer. Puis pour contrer le fait qu'il y a un éloignement géographique entre tous ces membres-là, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident, mais ce qu'on envisage peut-être pour à court moyen terme, c'est de faire une rencontre peut-être dans le cadre d'un colloque comme ici, où peut-être pas tous les membres, mais les membres qui se présenteraient dans ce colloque-là, comme c'est beaucoup des nutritionnistes, des intervenants psychosociaux, donc si on trouve un colloque qui permettrait de rejoindre plusieurs personnes, on pourrait faire un midi où les membres se rencontraient pour se connaître. Puis ça aurait probablement peut-être une bonne influence sur la dynamique par après entre les membres dans la communauté de pratique. Donc, merci pour votre attention.